Mathieu Bock-Côté. Il réveille les esprits endormis. Alors, ceux qui connaissent l'œuvre de Christian Dufour, et je suis persuadé que la plupart d'entre vous l'avez croisé d'une manière ou de l'autre depuis une trentaine d'années, depuis le défi québécois jusqu'aux travaux les plus récents, savent qu'il a accordé beaucoup d'importance à la question du pouvoir québécois. On pourrait dire à la question de l'identité québécoise aussi, les deux s'emboîtaient. Mais son dernier ouvrage, qui lui permet de revenir sur cette dernière décennie intellectuelle, c'est un rassemblement de chroniques, de textes inédits, eh bien, premièrement, c'est une pensée qui s'élargit à beaucoup d'autres thèmes, mais qui a une trame de fond qui n'est pas celle, on pourrait dire, du défi québécois jusqu'aux travaux les plus récents. Ce n'est plus la question du pouvoir et de l'identité, c'est la question de la liberté. Et c'est dans le titre, d'ailleurs, plus que jamais la liberté. Et c'est pour parler de cet ouvrage que je reçois aujourd'hui Christian Dufour. Christian Dufour, bonjour. Bonjour Mathieu, bien content d'être avec toi. Eh bien, c'est un plaisir. Alors, j'y vais avec cette question par rapport au titre, on vous a lu, Le pouvoir québécois. La rupture tranquille, la lettre ouverte aux souverainistes québécois, aux fédéralistes canadiens, un ouvrage sur la proportionnelle, un ouvrage sur le français. Et là, vous nous proposez, par un essai de retour sur vos 10-15 dernières années intellectuelles, il y a une question, non pas de nouvelle, mais une trame de fond une nouvelle trame de fond qui s'impose chez vous, c'est l'inquiétude pour une liberté menacée au Québec et ailleurs en Occident. Sentez-vous que la question de la liberté est la question nouvelle qui vous habite, je dirais, parce qu'elle s'impose à nous? Oui, c'est très important pour moi, la liberté. Lorsque j'ai conçu ce livre-là, parce que au départ, je voulais pas juste faire un livre de chroniques, que je trouve c'est un peu ennuyeux, un livre de chroniques. Donc, je les ai regroupés dans des thèmes, en fait, d'actualité, avec des textes inédits. Et à un moment donné, j'ai réalisé qu'il y avait une espèce de fil conducteur, de trame commune à ces thèmes d'actualité-là. Et c'était la liberté, qui me semble clairement menacée partout dans le monde, en fait, par la conjonction de toute une série de facteurs. D'abord, la régression des démocraties de l'Occident, en fait, des démocraties libérales, la montée des régimes autoritaires, la culture de l'annulation, l'idéologie sanitaire et la révolution numérique. Je dirais que la révolution numérique est peut-être la plus grande menace à la liberté. Et enfin, dans un aspect spécifiquement québécois, ça m'a beaucoup choqué, moi, durant la pandémie, le mépris de certaines élites supposément de gauche à l'égard du monde ordinaire qui avait le malheur de s'en faire pour la liberté. La façon dont on riait des gens qui parlaient de liberté, c'était honteux et c'était un peu stupide en définitive. Donc, je parle pas juste de liberté dans le livre, mais c'est l'arrière-plan et moi, je suis très attaché à la liberté. J'ai eu la chance d'en jouir beaucoup et ce que je vois, c'est que la liberté est en régression un peu partout dans le monde. Alors, vous avez raison de dire que c'est pas le seul thème du livre, on abordera les autres, mais je reviens sur à tout le moins ce premier thème qui me semble particulièrement important. Vous avez évoqué aujourd'hui les démocraties contre les empires autoritaires. Mais on a l'impression, à tout le moins vous me corrigerez si je me trompe, que depuis les démocraties occidentales, on croyait que c'était réglé depuis 30 ans. On avait gagné la guerre froide, la démocratie libérale était là pour de bon, mais aujourd'hui, nos démocraties libérales sont-elles fidèles à leurs promesses? Vous parlez de la pandémie. Moi, ce qui m'a frappé, et vous en parlez aussi, c'est à quel point nos sociétés étaient beaucoup plus dociles qu'on ne le pensait aux exigences techno-sanitaires du moment. Oui, c'est ça. En fait, ça a été comme une espèce de découverte de voir que même dans les démocraties libérales, beaucoup de gens prenaient non seulement la liberté pour acquise, mais se soumettaient assez facilement quand on leur disait que c'était nécessaire. Donc, c'est fragile. La liberté. Puis moi, je me pose la question, est-ce que ce ne serait pas une valeur qui serait vraiment associée à la domination pendant 300 ans, en fait, des sociétés occidentales, et que le nouveau monde qui s'annonce va moins être axé sur la liberté, le nouveau monde asiatique, entre autres choses. J'espère que non, parce qu'il n'y a pas juste la Chine, quand même, il y a aussi des vraies démocraties comme le Japon, comme la Corée, qui sont attachées à la liberté. Mais c'est vrai que c'est plus fragile. Et même au Québec, on l'a vu. Moi, là-dessus, comme Québécois, j'ai eu un moment de désamour à l'égard du Québec durant la pandémie. J'ai pas d'enfant. Moi, le Québec, c'est un des grands amours de ma vie. Les livres que j'ai écrits, c'était beaucoup des déclarations d'affection au Québec. Et à un moment donné, l'amour est aveugle. Hein. C'est comme si, Mathieu, il y a quelque chose que j'avais jamais vu dans le Québec. Puis durant la pandémie, j'ai trouvé que les Québécois là, étaient très craintifs, hein, très, très attachés à leur confort et qu'ils faisaient passer la sécurité avant la liberté. Trop à mon goût, en tout cas, c'est une question de degré. Et ça m'a un peu, sur le coup, ça m'a bouleversé, en définitive. Mais c'est ça, oui.
Alors, sur ce thème, avant d'aborder les autres thèmes du livre, comment expliquez-vous non, peut-être non pas le désamour de la liberté, mais le manque de soucis, comme si ça allait de soi, comme si finalement c'est une question réglée dans notre histoire et il ne fallait plus d'être vigilants pour conserver nos libertés? Comment expliquez-vous cette indifférence à ce moment et qui risque de se reproduire demain au nom des crises climatiques ou autres crises qu'on nous annonce? Ben, moi, je fais un lien quand même avec la conquête. Hein. Dans mon livre, j'en parle. Moi, je persiste ces signes. Je pense que le Canada reste encore basé sur la conquête du Québec. Les Québécois sont un peu conquis. Donc, au moment cruciaux, là, c'est un révélateur, la pandémie. C'est un gros test. Il y a un vieux Québec canadien-français d'avant la Révolution tranquille, que je ne méprise pas, moi d'ailleurs, qui a refait surface durant la pandémie, où le côté collectif pris le dessus. Je rappelle dans le livre que les grandes conférences de presse à la télévision quotidienne de M. Legault avec son vicaire Arruda, ça ressemblait aux messes le dimanche pour les Canadiens français d'avant. Donc, une espèce de côté collectif soumis, une abdication des élites, une complaisance des médias qui a fait qu'à un moment donné, il y a eu un unanimisme au Québec que je trouvais inquiétant et je défends même dans le livre la méchante Radio X de Québec, la radio poubelle de Québec, quel terme méprisant, parce qu'à un moment donné, heureusement qu'eux étaient là, parce qu'on avait l'impression que s'il n'y avait pas eux, il y aurait eu un discours complètement unanimiste. Donc, même au Québec, la liberté, on la prend pour acquis. Puis je pense, je ne veux pas être méprisant, mais je pense que jusqu'à quel point les gens sont attachés à la liberté. Moi, c'est une question que je pose. On la prend pour acquise. Alors, les élites la prennent pour acquise, même les élites. Juste pour finir, au Québec aussi, toutes nos élites, bon chic, bon genre, qui d'habitude passaient 80% de leur temps à ergoter sur les chartes des droits, elles se sont complètement couchées durant la pandémie. Dès que tu critiquais, tu passais pour un complotiste. C'est une de mes fiertés, là, je ne serai pas humble. Moi, comme bien d'autres gens, après la pandémie, j'ai voulu passer à autre chose, c'était tellement déprimant. Mais dans la rédaction de ce livre-là, quand j'ai relu les chroniques que j'ai écrites durant la pandémie, je t'avoue que j'étais un peu fier, parce que au moins, moi, j'ai tenu mon bout un peu. Tu sais. Ben, vous nous dites quelque chose d'assez important, et si vous parlez des élites très attachées aux chartes des droits, qui en toutes circonstances parlent des droits, qui se sont aplatis à ce moment, alors que ceux qu'on appelle les vilains populistes, un peu partout en Occident, étaient ceux qui se portaient à la défense des libertés dans les circonstances, qui critiquaient les abus du confinement, les abus de la gestion de la pandémie, donc une forme d'inversion des rôles. Les populistes apparemment autoritaires défendaient les libertés, et les défenseurs des droits, finalement, légitimaient une forme d'autoritarisme sanitaire. Je suis content que vous parliez de ça, parce que ça, c'est très troublant. Hein? C'est vrai que ça venait du peuple, la défense de la liberté. Moi, j'ai commencé la promotion du livre par un petit blitz à Québec de 2-3 jours où j'ai fait pas mal le tour des médias. Et ça m'a beaucoup touché, en fait, parce que Québec, c'est un peu particulier hein, comme région. Il y a une culture un peu différente. Puis le débat sur la liberté, là-bas, a été très intense. Puis j'ai réalisé à quel point ça avait créé du dommage, le mépris, en fait, des médias, des élites à l'égard du monde ordinaire, parce que moi, je représentais pour bien des gens de Québec le monde de Montréal, le monde mainstream, puis d'avoir un regard bienveillant, peu méprisant, qui ne parle pas de radio poubelle. Je trouve que ça leur a fait du bien. Mais ça a laissé des traces, ça a laissé des dommages, cet élément-là. Donc, vive la liberté dans ce sens-là. Et je tiens à dire, moi, je pensais d'ailleurs qu'on me demanderait tout le temps est-ce que tu es devenu libertarien, Christian? Bon, moi, j'ai rien contre les libertariens, puis je suis content qu'ils existent. Mais la différence entre moi et les libertariens, c'est que dans le livre, non seulement il y a la liberté, mais aussi la mesure, l'équilibre, la modération. C'est très important pour moi. Et les libertariens mettent moins l'accent là-dessus. Alors, vous nous conduisez justement sur cette... On touchera la question du Québec à la fin parce qu'elle était vraiment au cœur de votre histoire intellectuelle. Vous parlez équilibre, modération. Vous lisant, j'ai l'impression, quand on pense au monde de post-90, il y a la figure de Fukuyama, la figure de l'optimisme universel, un monde réconcilié, un monde sous le signe de la démocratie libérale. Et il y a Huntington qui nous dit un instant, il y a une diversité profonde du monde. La politique étrangère doit éviter de virer à la croisade démocratique ou humanitaire. Il faut avoir un sens de la prudence en respectant les civilisations. Et j'ai l'impression, vous lisant, sans que ce soit revendiqué comme un fanion, que vous êtes à votre manière un lecteur attentif d'Huntington, ou à tout le moins vous avez retenu sa leçon. Le monde est pluriel et la politique étrangère doit s'écrire à l'encre de la prudence plutôt que de l'enthousiasme. Oui, c'est ça, il y a du pragmatisme. C'est clair que Fukuyama avait tort. C'était un peu... Je ne reviens pas qu'il y a encore une crédibilité dans certains milieux aujourd'hui, parce qu'on est confronté à une situation internationale qui est très intéressante, je le dis, sur le plan intellectuel. Quelque part dans le livre, c'est ce que j'ai le plus aimé, en fait, écrire sur la politique internationale, qui évolue extrêmement vite. Hein. C'est fascinant, mais en même temps, c'est un peu tragique et c'est inquiétant. Parce que les crises s'additionnent.
Les crises ne se règlent pas. Il y en a d'autres qui s'ajoutent. Juste un exemple. Moi, c'est juste à la fin du processus de rédaction du livre que je me suis mis à vouloir parler de Gaza parce que plus personne ne s'intéressait à ça, y compris dans les pays arabes. Moi, je connais bien, entre autres, le Maroc. Personne ne s'intéressait à ça, à Gaza. Puis à la fin, j'ai dit non, il faut que j'ajoute quelque chose sur le Moyen-Orient. Une chronique que j'avais écrite à la suite d'un voyage en Israël, où vous étiez d'ailleurs à l'époque, Mathieu. Un autre exemple, la Chine. Dans le processus de rédaction du livre, à un moment donné, c'était clair que c'était la Chine qui montait. Et puis, à un moment donné, symbole puissant aussi, le fait que désormais, c'est l'Inde qui est la nation la plus peuplée de la planète. Puis aussi un tas d'autres facteurs qui montrent qu'il y a aussi l'Inde qui monte. Donc, ça évolue beaucoup sur le plan international. Et ce qui est inquiétant, c'est que il y a des rivalités, il y a des compétitions, il y a aussi des fragilités identitaires. Il n'y a pas juste les individus qui, dans nos sociétés, se sentent insultés, puis blessés, puis pas respectés à propos de rien. Les nations sont rendues comme ça. Donc, il y a un potentiel tragique. C'est très intéressant, mais c'est difficile de ne pas être un peu pessimiste. Alors, l'Occident, c'est longtemps pris pour le monde. Ils croyaient d'ailleurs que le monde avait vocation à devenir occidental. C'est plus le cas aujourd'hui. Je veux dire, on constate que l'avenir du monde migre vers l'Est. Les Européens se sentent presque abandonnés à la manière d'une civilisation musée. Les Américains sont dans une situation de fragmentation, de décomposition. Vous connaissez la formule de Spengler, déclin de l'Occident. Est-ce que vous la reprendriez à votre compte? Oui, c'est clair. Je suis content de ne pas être européen, moi, ces temps-ci, pour être franc. C'est que les valeurs occidentales, les valeurs associées aux démocraties libérales sont en déclin de façon très claire. Et je dirais que le conflit en Ukraine l'illustre de façon éclatante. Au début, lorsque Poutine a agressé clairement l'Ukraine, on avait l'impression qu'il y avait un consensus très, très fort, en fait, mondial, en faveur de l'Ukraine contre la Russie qui agressait. Bon, et l'Occident, en fait, l'OTAN, les États-Unis, la nation ukrainienne s'est réanimée. Bon, et 2 ans après, ce qu'on constate, c'est quoi? C'est que la Russie, là, est pas battable. Il y a une résilience dans la vieille Russie. Moi-même, j'ai fait erreur, parce que moi, j'avais l'impression que les Russes étaient devenus plus comme nous autres, les Occidentaux, que je le pensais. Les Russes, c'est une autre gang, manifestement. Et Poutine n'est pas seul. Et là, on ne peut pas écarter l'idée que l'Ukraine soit vaincue comme telle, puis ce qui réveille les ambitions bellicistes de Macron de façon quand même incroyablement irresponsable. Tout ça. Donc tout ça change, mais c'est vrai que ce dont on est porteur, nous les Occidentaux, est en déclin. Puis aussi, on n'est pas tellement aimé dans le reste du monde parce qu'on projette l'image de société non seulement privilégiée, mais arrogante, en fait, qui n'assument pas leurs erreurs, décadente aussi, parce qu'il y a une partie du discours de Poutine qui est très efficace, en fait, dans les autres pays, c'est sa critique de la dérive liée à la théorie des genres, des mœurs sexuelles, tout ça. Donc, je ne veux pas juste être pessimiste parce que j'y crois en la liberté, puis je crois qu'il peut y avoir de nouveaux ressorts qui vont apparaître. Mais actuellement, c'est difficile de ne pas voir que c'est pas nous qui avons le gros bout du bâton, là. Alors, nous avons parlé de la question philosophique, en fait, de l'avenir de la liberté en Occident. Nous avons parlé de la question internationale qui traverse vos écrits. Ce serait un entretien complet si on ne parlait pas de la question du Québec, évidemment. Vous avez une partie qui s'appelle du livre « Pourquoi le Québec a échoué ». Certains diraient le Québec a échoué parce que l'indépendance a échoué, mais vous êtes d'une autre école. Vous dites le Québec a échoué parce qu'il n'a pas été capable de voir sa différence institutionnalisée dans le Canada. Vous étiez un partisan du concept de société distincte. Je crois que vous l'êtes encore. Pour vous, finalement, le Québec a échoué. Le Québec est-il condamné à disparaître, à s'abolir dans le vieux rapport de conquête que vous avez évoqué en début d'entretien? En écrivant cette section-là, j'ai pensé parfois à vous, d'ailleurs, Mathieu. Et je suis content que vous me posiez cette question-là. Moi, je pense que le Québec a échoué à cause du reniement du Canada français. C'est que le Québec n'a pas commencé en 1960. On est une vieille nation. Il y avait quelque chose avant 1900. J'en parle des fois à mon amie Francine Pelletier. Je suis à des années-lumière d'elle sur le plan idéologique, Francine, mais je lui dis, écoute, toi, tu es tombée amoureuse du Québec moderne, du Québec progressiste. Mais le Québec, c'est pas juste ça, là. C'est plus ancien que ça. Il y avait beaucoup d'énergie accumulée. C'était pas juste une bande de colons réactionnaires avant 1960. Là. Et je trouve que le problème, c'est que une grande partie des élites issues de la Révolution tranquille, et elles ont été très françaises dans ce sens-là. Elles ont pris leurs rêves pour des réalités. Elles ont oublié que les Québécois ordinaires étaient restés plus canadiens qu'elles étaient capables de le voir. Les Français aussi ont fait ça. Tu sais, beaucoup de Français ont l'impression que la France a commencé avec la Révolution française, qu'avant, il n'y avait rien. Et moi, à mon avis, c'est pour ça que ça explique pourquoi le projet souverainiste ne pouvait pas marcher, parce que c'était pas assez fort comme volonté. Le
monde ordinaire était resté plus canadien que les élites voulaient bien le voir. Je ne dis pas que la souveraineté se réalisera jamais. Moi, j'ai rien contre la souveraineté. Je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Quand j'étais jeune, c'était clair qu'on avait été conquis par les Anglais puis qu'il fallait devenir indépendant. Mais je trouve qu'il y a quand même des remises en question assez importantes si on veut que le projet se réalise. Mais c'est pas juste parce que les Québécois, ce sont de pathétiques moutons conquis qui ont de la difficulté à quitter le Canada. C'est parce que quelque part, c'est le peuple fondateur du Canada. Ils sont restés attachés au Canada, même si ces temps-ci, on le sait, on est méprisé par le reste du pays. On est coincé dans ce pays-là. Et l'autre point, c'est que je trouve que la pandémie a révélé quand même qu'on était très, très attaché à notre sécurité au détriment de la liberté. Puis je trouve qu'il y a des limites. C'est que tu ne peux pas devenir indépendant si tu valorises juste la sécurité. Donc je pense qu'il y a des remises en question à faire. Je crois que les peuples restent qu'ils sont, mais on peut changer à la marge. On peut changer à la marge, pardon, comme les individus d'ailleurs. Et souvent, c'est ce changement à la marge-là qui fait toute la différence. Donc, si les Québécois veulent vraiment être souverains, il faut être plus sérieux aussi. Puis, il faut être plus capable de prendre des risques. Il faut être plus lucide. C'est un peu ça mon propos. Puis aussi, dans le contexte canadien actuel, je trouve que le multiculturalisme canadien sans limite, c'est comme, en fait, le rapport de Rome version 2, là, à un moment donné. Là. Ben justement, je me permets d'aller là. Donc, je pense au défi québécois. La défense de la société distincte. Vous étiez encore dans la matrice d'un Canada dualiste. Vous dites, nous sommes le peuple fondateur, mais il y a un Canada dualiste. Mais aujourd'hui, il n'y a plus du tout d'interlocuteur. Il n'y a plus de Canada dualiste. Il y a le Canada du multiculturalisme intégral, constitutionnalisé, qui pense la différence québécoise comme un suprémacisme ethnique illégitime, une suprématie ethnique fondamentalement condamnable. Les Québécois, en fait, seraient des suprémacistes ethniques quand ils affirment qu'ils sont un peuple. Est-ce que, vu ce que le Canada est devenu, vous qui, sans être un indépendantiste fervent, n'avez jamais été fermé à cette option, loin de là, est-ce que finalement, la seule manière de sauver la société distincte dont vous parliez et le vieux Canada français qui existe encore à travers le Québec, c'est pas d'assumer la rupture une fois pour toutes? Oui, peut-être, mais comment le faire? Il faut être fort pour faire ça. Je veux dire, il faut être dans les rapports de force. Il ne faut pas juste être dans la bien-pensance, puis les chimères, puis l'idéal. Je veux dire, si le Québec devient indépendant, le reste du Canada ne nous fera pas de cadeaux du tout. Moi, dans un premier temps, je focalise beaucoup sur le pouvoir québécois parce que j'ai pensé à la conclusion de mon livre. Je pensais aux jeunes Québécois qui sont inquiets de la situation de leur nation au sein du Canada, là, puis qui se sentent prisonniers de ce pays-là. Donc, je voulais leur donner un peu d'espoir. Moi, je focalise sur le fait que, quelque part, le Canada veut notre peau. Hein? Ah ben oui. Et c'est très hypocrite. C'est très hypocrite parce que juste la politique d'immigration sans limite à Ottawa, hein, pour le Québec, c'est une catastrophe comme telle. Donc, c'est pour ça que c'est clair que la lutte contre le multiculturalisme canadien sans limite, qui est l'envers de l'incapacité du Canada à assumer sa nation fondatrice, ça, c'est très, très important. La claire prédominance du français, c'est très, très important. Et un élément qui peut jouer aussi, c'est que c'est devenu tellement aberrant que ça commence à nuire au reste du Canada lui-même. Parce qu'il n'y a aussi pas juste le Québec qui est nié là-dedans. C'est que le Canada, dans sa profondeur historique, est nié là-dedans. Donc moi, c'est le pouvoir québécois, c'est le refus du multiculturalisme sans limite, c'est clair. C'est la claire prédominance du français, puis c'est l'espoir que de jeunes Québécois dans l'avenir vont être capables de trouver des solutions à notre dilemme. Mais il faut rester dans le pouvoir québécois. C'est quand même la base. Mais il nous reste, je crois, le temps d'une dernière question qui me semble importante. La Révolution tranquille, vous le disiez à votre manière, les Québécois ont voulu faire l'économie du vieux fonds canadien-français. C'est l'indépendance au nom d'une liberté quasiment incandescente. Et la survivance, c'était le combat des perdants d'hier. Mais est-ce que dans les temps qui viennent, et avec le portrait du Canada que vous nous proposez, est-ce qu'on n'est pas rendu au temps où l'indépendance va se faire au nom de la survivance? C'est-à-dire la seule manière d'assurer la survivance de ce vieux peuple, c'est l'indépendance du Québec. C'est plus simplement le grand projet de société, l'indépendance incandescente. L'indépendance devient aujourd'hui la traduction politique de la survivance. C'est clair que si l'indépendance se fait de façon solide, ça va être à cause de ça. Mais le problème, c'est que c'est le phénomène un peu de la grenouille là, qu'on met dans l'eau, là, puis on fait chauffer l'eau là, graduellement, là, puis on ne se rend pas compte que l'eau devient de plus en plus chaude. J'entendais à un moment donné Paul Saint-Pierre Plamondon qui défendait son projet surréaliste en disant, écoutez, on n'a rien contre le reste du Canada, puis le reste du Canada n'a rien contre nous. C'est pas réaliste, ça. On est dans un système quelque part qui veut notre peau. Bon, le problème, c'est qu'en même temps, c'est ça le paradoxe, c'est qu'on est une société hyper privilégiée à l'échelle de l'univers. Ça, je pense qu'il faut le dire. On n'a pas beaucoup de temps. Mm-hmm. C'est un petit paradis, le Québec, quand même. Il ne faut pas l'oublier, là. Quand on regarde ailleurs, tout ce qui se passe ailleurs, là, malgré tout, moi, c'est au Québec que j'aimerais vivre. Donc, c'est ça le paradoxe, c'est qu'on est les conquis les plus confortables de la planète.
Donc, il y a le confort, il y a le goût de la sécurité. Donc, c'est difficile à gérer. Il y a des gens, en fait, vous savez, le film Denis Arcand, le confort et l'indifférence. Sur le confort et l'indifférence. Bon, c'est une intuition de génie. C'est un peu ça notre drame, au fait. Puis quelque part, à un moment donné, je peux même être dur à l'égard des Québécois en disant, ben, non, c'est ça qu'ils veulent. Donc, si pour eux, c'est ça, le confort et l'indifférence, c'est à tout prix. Mais au moins qu'on arrête de se conter des histoires, ça peut être un peu très inauthentique. C'est de dire, oh, on est frustré, on veut de la souveraineté. C'est facile de dire oui à un sondage. Sur cet appel au réalisme, à la lucidité, Christian Dufour, je rappelle le titre de votre livre « Plus que jamais la liberté ». Je invite nos auditeurs, nos téléspectateurs à le lire. C'est un livre passionnant. Merci infiniment pour votre passage. Merci, puis ça a été une discussion exceptionnellement stimulante, Mathieu. Merci encore. Merci, Christian Dufour.